Écoutez, bon après-midi ou bon matin, et puis bienvenue à cette causerie Migration, les défis de l'autre, autour d'un numéro publié récemment auprès de la revue Hermès. Mon nom est Jonathan Paquette, je suis professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa, mais aussi directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa, qui est une institution de recherche qui rassemble 11 chaires de recherche portant sur différentes thématiques du monde francophone, allant de sciences de l'éducation, en passant par le patrimoine, la géographie, l'étude des migrations avec ma collègue ici présente, Louisa Véronis, euh, religion, droit, bref, une équipe interdisciplinaire qui, euh, qui documente les réalités changeantes du monde francophone sur différentes disciplines. Il me fait plaisir aujourd'hui donc de vous accueillir et puis d'accueillir notre collègue Nicolas Père, qui est enseignant-chercheur à l'IDETCOM Toulouse Capitole et qui a été, par le biais de notre programme de mobilité, titulaire de la chaire mobilité du monde francophone. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Jonathan, de ta présentation. Je suis également ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et comme tu l'as expliqué, j'ai eu la chance de venir à Ottawa dans le cadre de cette chaire l'an dernier. Et c'est à ce titre que je t'ai écrit et que tu as accepté immédiatement. Et merci beaucoup aussi à Éric Chevauchery pour toute l'organisation, puisque je fais partie du bureau de la revue Hermès, comme certains de mes collègues qui sont en ligne et qui seront présentés tout à l'heure par notre collègue Louisa Véronis, que nous remercions. Et donc cette revue Hermès qui a été créée en 1988 par Dominique Volton, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent par son nom, bien évidemment, et puis par tout ce qu'il a pu écrire. Et cette revue créée en 1988 publie 2 fois par an des numéros qui font très régulièrement date dans la recherche scientifique. Et par ailleurs, il y a la publication de 2 essentiels, c'est-à-dire des ouvrages un peu plus petits en termes de volumétrie de pages. Et troisièmement, il y a un blog dont je laisserai l'adresse sur le chat du webinaire, où nous publions régulièrement les uns et les autres des papiers. Et un des derniers numéros, le dernier numéro en date plus exactement, est celui qui a été coordonné par 2 collègues qui sont ici présents et qui seront présentés tout à l'heure par Louisa. Et donc, avec cette double appartenance, premièrement, dans le bureau de la revue Hermès, et deuxièmement, ce lien très proche et très amical que j'ai avec nos amis canadiens, et plus spécifiquement du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone que tu diriges, Jonathan, voilà, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une bonne idée de proposer aux amis canadiens dont la réflexion autour de la migration est, je crois, aux avant-postes. Et donc voilà, la réponse a été immédiate. C'était un grand oui. Encore merci, Jonathan, et merci encore à toi, Eric, et à Louisa également, de pouvoir nous accepter dans votre cadre de réflexion, puisque ce numéro, je crois, a eu déjà en France beaucoup de retentissement dans le cadre d'une présentation tout à fait incroyable à Paris, à laquelle malheureusement je n'ai pas pu assister, mais dont on m'a beaucoup vanté les mérites, dans un lieu qui, je crois, a eu comment dire, une actualité assez forte autour de la migration. On pourra en reparler par la suite. Alors encore merci aux collègues d'Ottawa, et je passe la parole à Louisa pour la présentation de nos panélistes. Encore merci aux amis canadiens. Oui, merci beaucoup pour vos mots de bienvenue et de présentation. Donc, pour la suite de l'événement, nous aurons une courte présentation du numéro par les auteurs et les participants. Donc, tout d'abord, je pense que Assal Bagheri et Axel Boursier vont nous présenter un peu le numéro avant de chacun faire une présentation qui parle de leur contribution. Et nous avons une troisième présentation par Christophe Tresnel. Donc, je vais les présenter brièvement et ensuite nous procéderons. Alors, Assal Bagheri est sémiologue, enseignante-chercheur au laboratoire Agora, Cergy Paris Université. Et nous avons également Axel Boursier. Euh,
maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Il est membre du LT2D. Si vous êtes curieux, il faut lui demander que veut dire l'acronyme au CSRJ Paris Université. Et enfin, il me fait très plaisir de présenter mon collègue canadien, ou basé au Canada du moins, Christophe Tresnel, qui est professeur titulaire en sciences politiques à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, Canada, et directeur de l'École des hautes études publiques. Donc, si j'ai bien compris, vous allez procéder d'abord à Sal et Axel par une présentation un peu de la problématique, la raison du numéro, et ensuite nous passerons à des courtes présentations que chacun vous ferait sur vos contributions. Alors, à Sal Axel, je vous laisse la parole pour démarrer. Merci beaucoup, Louisa. Merci de cette invitation qui nous fait grand plaisir de pouvoir communiquer sur ce numéro et partager sur ces réalités. Je vais essayer d'être court sur la présentation du numéro, comme ça on aura plus de temps pour partager entre nous. Hop là. Alors, pendant qu'Axel partage notre PowerPoint, donc je vais juste vous saluer aussi à mon tour, vous remercier vraiment chaleureusement. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir mis en lien avec le CCRF et merci beaucoup, bien sûr, Jonathan, Eric et Lusa. Avec Axel, on est ravis, comme je disais tout à l'heure, de sortir un petit peu de notre cercle franco-français et de partir dans d'autres cercles francophones. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, c'est Axel qui va commencer et je dirai deux, trois mots à la fin. Voilà. Axel, à toi. Alors, l'idée qu'on a eue en faisant ce numéro, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui rend difficile l'intégration des migrants dans nos sociétés. Et on a voulu angler ça sur une question réellement de communication et mettre la communication au centre de la problématique. Et donc, nos questions centrales, c'était pourquoi est-ce que finalement la migration est perçue souvent sous l'angle de la crise, quels sont les effets de ces cadrages, comment est-ce que les acteurs de la migration perçoivent ceci, comment se crée ce cadrage, et est-ce qu'il serait possible de le dépasser. Dans la revue Hermès, on parle souvent du concept d'incommunication, du fait qu'on a un problème pour échanger sur une situation et que ça se résume sur des problèmes de communication et d'incommunication. Et on a vu se dessiner deux sources d'incommunication, deux choses qui rendraient la communication sur la migration compliquée. La première source, elle est finalement toute bête. C'est qu'est-ce qu'un migrant? Et en fait, on voit que le migrant, quand on parle de migrant, eh bien, on parle de plein de choses différentes et qu'on a du mal à s'accorder sur la chose dont on parle. Et finalement, le migrant qui n'a pas de statut juridique désigne plein de choses. Et c'est un sujet très polarisé. À chaque fois que l'on parle de migration, voire à chaque fois qu'on dit je vais préparer un numéro sur la migration, vous avez soit des visages qui se tendent, soit des visages qui sourient. Comme le disait Didier Lesky dans un petit ouvrage publié chez Gallimard, vous avez la migration qui s'exprime comme un sujet de sympathie ou de haine et jamais comme un sujet purement neutre, purement rationnel. À cela s'ajoute un cadrage médiatique qui se fait avant tout sur la masse et on parle de plus en plus des migrants et plus du migrant. Et c'est ça aussi qu'on a interrogé, c'est le fait que le dialogue social a produit des migrants et a oublié le migrant. Et donc, on s'inscrit dans les travaux menés par Laura Calabrese, Chloé Gaborio et Marie Vénard, qui avaient produit en 2018 un numéro de la revue Mots sur l'interrogation du thème de la crise migratoire, du fait qu'on parlait de migrants toujours comme des crises et que ça avait un effet très fort sur la façon dont on percevait les migrants. Hop, et voilà un bon résumé de la façon dont on perçoit les migrants, dont le cadrage médiatique nous influence sur les migrants. On les voit comme une foule perdue en mer. Et donc, comment accueillir cette foule, comment entrer en dialogue, comment voire même communiquer avec cette foule. Une deuxième incommunication qu'on a vu arriver, c'est la montée des populismes et le rôle important des réseaux sociaux numériques, qui tend eux aussi à renforcer ce cadrage de la migration comme un danger, comme un problème de sécurité.
Et donc, on a étudié, mais là, je vais faire assez court parce que je vais vous en reparler tout à l'heure, la façon dont les réseaux sociaux influencent cette couverture de la migration. On a vu un effet qui était très fort de ces deux incommunications, c'est une certaine imperméabilité de la science dans l'espace public. La science ne parle pas d'une vague migratoire, d'une submersion migratoire, et pourtant, quand on en parle dans l'espace public, on arrive toujours à cette idée que c'est une opinion parmi d'autres. La science serait une opinion parmi d'autres, et le jeu des stéréotypes reste encore très présent. Ces effets, ils se résument dans un dernier effet qui est celui-là. L'OIM, à travers son projet Missing Migrants, recense depuis 2014 71 578 personnes qui ont été perdues, qui ont disparu durant leur migration. Donc c'est aussi ce qu'on voulait rappeler, c'est que ces effets de migration, ces problèmes de communication, ils ont un effet très cruel qui est celui de la disparition de 71 000 personnes depuis 2014. Donc notre question, ça a été comment est-ce qu'il serait possible, une fois qu'on a étudié ces problèmes, comment est-ce qu'il serait possible d'ouvrir de nouveaux cadrages et de nouvelles façons de parler de la migration. Merci Axel. Donc, je vais continuer sur la lancée et dire que à partir donc de ce constat du fait que en fait la vérité scientifique qui semble faire finalement consensus vis-à-vis de la migration ne parvient pas à se répandre dans la société. C'est le constat que nous avons fait dans le numéro et donc les stéréotypes à l'égard de la migration sont plus tenaces que la rationalité scientifique, mais on avait envie de ne pas être trop naïve dans ce numéro et essayer de comprendre que, bien sûr, ces stéréotypes tirent leur force d'acteurs qui les véhiculent afin de brouiller les échanges communicationnels sur la migration. Par rapport aux images que Axel a montrées, une des forces finalement aussi de ce numéro, c'est qu'on a essayé d'être dans l'international autant qu'on pouvait avec les auteurs qui travaillent sur des sujets ailleurs qu'en France. Et donc, notamment sur ce sujet, comme ça pourrait peut-être vous intéresser ici dans cette conférence, nous avons un article de Mallet et Garcia qui parle de la construction d'une représentation de la migration latino-américaine aux États-Unis via les photos montrées dans les médias. Alors, ce n'est pas que ce récit-là finalement qui existe nous avons essayé dans la dernière partie de ce numéro d'essayer de voir quels sont en fait les acteurs qui essayent de changer ce cadrage-là, notamment par exemple tout ce qui va toucher les arts. Parce que les arts, en fait, n'ont cessé de proposer des visages différents de la migration. Par exemple, en 2010, il y a un prix littéraire de la Porteraie qui a été créé en France, qui récompense un récit qui propose une vision singulière de la migration. Et depuis, vous voyez que jusqu'à 2024, encore ça continue. Donc, c'est le musée de la migration qui propose ceci. Ensuite, je peux vous parler, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quelque chose qui me tient aussi à cœur, bien sûr, vu mes origines. Différentes expériences, nombreux artistes, en fait, qui ont fait de leur expérience individuelle une expérience culturelle à la portée de tous. Une des artistes phares du Musée national de l'histoire de l'immigration de Paris s'appelle Gazelle. C'est une artiste visuelle franco-iranienne et qui va en fait se jouer des espaces et des identités faisant de sa propre mobilité le motif de ses œuvres. Et il y a un chercheur particulièrement, Amin Moghadam, qui est à Toronto en ce moment même, qui travaille sur
ces sujets-là. Sur ces cadrages-là différents, nous avons donc, par exemple, le directeur de musée, de ce musée-là particulièrement, qui nous parle des différents positionnements de musée et ce qu'un musée de migration, par exemple, peut apporter pour marquer finalement le trajectoire du migrant et qu'il soit individuel et pas une image collective de masse. D'autres exemples qu'on peut vous donner, par exemple, c'est dans la littérature. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, dans la plus secrète mémoire des hommes, va retracer avec singularité les souvenirs et les ressentis de plusieurs protagonistes littéraires africains échoués en France à différentes périodes historiques. Les exemples, il y en a beaucoup, notamment le cinéma. Je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque plus tard, je vais vous en parler un petit peu plus amplement puisque c'est mon sujet de prédilection. Il y a aussi, à côté de toutes ces œuvres artistiques, il y a aussi des organisations internationales, les institutions étatiques, les associations qui agissent aussi directement auprès des migrants et qui essayent en fait de confronter le discours complexe autour du migrant. Nous avons donné dans ce numéro la parole par exemple, HCR, et aussi Médecins du Monde, aussi grâce à Nicolas, qui avait fait un entretien assez extraordinaire dans le numéro. Et tout ça pour montrer en fait comment toutes ces organisations-là arrivent à rester aux côtés du migrant, mais aussi de montrer les problèmes en fait en face desquels ils doivent en fait se battre. Donc, il faut, d'une certaine manière, dépasser la migration comme objet de com et accepter de lui donner sa dimension profondément politique. Donc, je vous ai laissé ici une citation de Walton que je ne vais pas lire et je vais continuer. Donc, finalement, d'après ce que dit cette citation, les études de communication soulèvent alors ce défi. Sommes-nous capables de prendre au sérieux le fait que s'exposer à l'altérité est bien sûr un risque et qu'il n'existera pas dans le monde sans incommunication et pourtant que la cohabitation est nécessaire. Donc, sommes-nous capables d'accepter le défi que lancent les études de communication à la sphère publique, c'est-à-dire sans communication, finalement, c'est la guerre de tous contre tous avec, bien sûr, une communication ne jouant plus le rôle d'intermédiaire des savoirs et qui va se transformer en com afin de renforcer les peurs. Le défi est donc de comprendre le rôle de seuil d'ouverture à l'autre que nécessite la communication. Donc, la question finale de ce numéro, donc oui, il y a aussi d'autres exemples, mais je ne vais pas m'étaler. Bien sûr, le rôle des médias alternatifs comme Getty News ou encore un incubateur comme Singa qui reste auprès des migrants. Mais en tout cas, finalement, la question finale de ce numéro est celle-ci. Dans quelles conditions pouvons-nous produire des espaces de communication où la migration serait discutée comme un objet normal de nos sociétés? Est-il possible de quitter une communication de crise spectaculaire, voire xénophobe de la migration? Peut-on faire de la migration un objet de communication et non pas un objet de com? Sommes-nous capables d'ouvrir des espaces de curiosité de l'autre ou estimons-nous qu'il est plus simple de se réfugier dans la violence des stéréotypes et le confort des préjugés? Donc, c'est à toutes ces questions-là, en tout cas, que le numéro a essayé à sa façon de répondre. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation
très stimulante et j'ai plein de questions déjà, mais on va vous laisser nous exposer un petit peu vos contributions à ce numéro. Donc, nous avons maintenant 3 présentations qui iront un peu plus en détail sur la matière qui est l'objet de ce numéro de la revue. Et si j'ai bien compris, les présentations dureront environ 15 minutes et nous aurons après du temps pour des questions et la discussion. Donc, restez avec nous. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans le chat si il est actif. Je ne suis pas sûre avec ce mode webinaire si vous pouvez mettre vos commentaires, mais n'hésitez pas donc au fur et à mesure de mettre vos questions, commentaires, sinon on les prendra à la fin. Donc, nous irons dans l'ordre suivant. Assal Bagheri présentera en premier, suivi par Axel Boursier et ensuite Christophe Tresnel, qui, je pense, nous parlera un peu de ce côté de l'Atlantique qu'est le Canada. Donc, Assal, c'est à vous, s'il vous plaît. Et est-ce que vous voulez que je vous fasse signe quand vos 15 minutes sont échouées ou vous savez que vous allez parler exactement le temps qui vous a été alloué? Alors, je me suis chronométrée, je suis sur 20 minutes pile. OK. Donc, à 15 minutes, n'hésitez pas à me faire un petit signe quand même. D'accord, juste pour vous rappeler que la fin Voilà. approche. Merci beaucoup. Oui, exactement. Merci à vous. Donc, voilà, donc c'est moi qui va continuer donc, et aller plus profondément dans ce que j'ai écrit dans ce numéro. L'exil est un périple que le cinéma, tout comme la littérature, n'a cessé d'explorer depuis bien longtemps. Par conséquent, l'exilé demeure un personnage que le cinéma a toujours cherché à saisir. Ce travail se propose d'interroger la représentation du migrant au cinéma à partir de 2 films de fiction sortis en 2023. Je vous donnerai les noms un tout petit peu plus tard, je garde le suspense. Le choix de ces films repose sur leur approche novatrice de cette thématique, aussi bien sur la forme que sur le fond. L'objectif ici visé est de démontrer que, malgré son engagement, le cinéma de la migration a souvent manqué de diversité dans sa représentation du migrant, perpétuant sans doute involontairement les stéréotypes véhiculés par les médias. Les 2 films étudiés s'efforcent de briser ces schémas préconçus en offrant un portrait différent et en racontant une histoire alternative du migrant et de la migration. Le plan d'ensemble d'une famille assise sur le bord d'un trottoir, derrière elle un mur délabré et gris, sur lequel on voit en très grand format les étoiles du drapeau de l'Union européenne. Voici l'image qui marque en 2023 Tu es spectateur qui est allé voir au cinéma Green Border de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland. Cette séquence survient 20 minutes avant la fin du film, après plus de 2 heures pendant lesquelles est relaté le récit des individus fuyant la guerre, la torture et la mort. Il dépeint le périple de ceux qui mettent leur vie et la vie de ceux qu'ils aiment en danger pour arriver en Europe, qu'ils pensent être un lieu de sécurité. La même année, le film américain Fremont de l'irano-britannique Babak Jalali dépeint le quotidien de Donia, une traductrice afghane immigrée aux États-Unis à la suite de la reprise de l'Afghanistan par les talibans en 2021. Au premier regard, ils n'ont en commun que le migrant. Le premier est un drame tragique, haletant, riche en action, avec une vitesse de montage, donc économe dans ce qu'il veut montrer. Tandis que le deuxième est une comédie dramatique qui s'intéresse non pas au parcours migratoire, mais au quotidien fait d'ennui et de lenteur de nouvelles arrivants. Face à l'abondance des images de masse sans visage qu'on a vu dans le PowerPoint précédent d'ailleurs, entassées dans des bateaux, propagés par des médias, placer le migrant au corps de son récit est devenu un défi à relever pour le cinéma indépendant mondial. Depuis les années 70, la figure cinématographique initiale du migrant sous-prolétaire, nous dit Gasto,
bouc émissaire a beaucoup évolué. L'imaginaire collectif autour de l'immigré s'est largement diversifié et enrichi. Réalisateurs français, étrangers ou issus de l'immigration ont progressivement façonné un personnage, ou plutôt des personnages incontournables dont les traits sont de moins en moins figés dans le paysage du 7e art en France. Néanmoins, rares sont les films issus du cinéma français ou mondial dont le récit s'articule autour d'une femme migrante, qui plus est éduquée. Habituellement, le traitement cinématographique du migrant se concentre sur la figure masculine, généralement issue d'une immigration économiquement défavorisée et peu éduquée. Un exemple récent est l'histoire du Suleiman du français Boris Lotchkin, qui a super bien marché en France et dont l'acteur principal, le Guinéen Abou Sanagare, a reçu le prix d'interprétation masculine dans la section Un certain regard du Festival de Cannes en 2024. Le film narre l'histoire d'un jeune Guinéen à Paris qui, en attendant l'acceptation de sa demande d'asile, survit en tant que clandestin, subissant l'exploitation due à sa situation précaire. Ou encore, dans un genre assez différent, Moi Capitaine de l'italien Matteo Garrone, Lion d'argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise 2023, ainsi que lauréat du prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir au même festival attribué au jeune Sénégalais Sédou Sarr. Moi Capitaine raconte l'histoire fantastique de Sédou qui, au bout d'un épuisant voyage du Sénégal aux côtes italiennes, arrive sain et sauf en Europe, accompagné de son cousin, dans un bateau rempli de migrants dont il était devenu le capitaine malgré lui. En plus de ces représentations assez figées, les chercheurs, les critiques et les spectateurs ont parfois tendance à étendre la catégorie du cinéma migratoire à des films qui racontent les histoires des enfants d'immigrés. Tel a été le cas, entre autres, du très acclamé L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, qui raconte l'histoire de lycéens de la banlieue parisienne qui répètent une pièce de Marivaux. En ce qui concerne la migration dans les films et séries allemands, Turkmen fait le constat qu'après 3 générations, les fils de migrants continuent à être des migrants, qu'ils aient ou non la citoyenneté allemande. Au mieux, ils oscillent parfois entre 2 cultures. Ainsi, la représentation eurocentrée continue à dominer dans l'idéologie média populaire. Ce ne sont que des exemples parmi tant de films passionnés dans les festivals et ou applaudis par le public qui, malgré un fort engagement, ne favorisent pas une image plus diversifiée que celle véhiculée par les médias et martelée par l'extrême droite, voire parfois même par la droite républicaine. Une immigration masculine, économiquement désavantagée et peu instruite, présentée par les médias et les partis politiques comme une menace et par le cinéma comme une aventure. En somme, l'engagement et l'objectif des uns est de perpétuer la peur de l'autre, tandis que ceux du cinéma est de dépeindre cet autre comme un héros romanesque. On observe à travers ces quelques exemples que le cinéma tend à récompenser une représentation stéréotypée de la migration, la présentant souvent comme une aventure ou un exil où l'homme est dépeint comme un aventurier, tandis que la femme se voit attribuer un rôle inexistant ou secondaire. En ce sens, Frémaux et Greenborder se démarquent dans le paysage du cinéma de la migration en décentrant le regard à la fois d'une masse sans visage et de l'homme pauvre sans éducation. Ces mises en récit de 2 jeunes femmes afghanes, assez dissemblables, étant donné la temporalité de leur histoire migratoire respective, viennent heurter la double invisibilisation des femmes migrantes due à leur statut de migrants d'une part et à leur genre d'autre part, qui s'opère dans le discours médiatique, politique, social et même souvent scientifique, privilégiant l'homme comme le référent universel dans les études migratoires. Pourtant, le pourcentage des femmes migrantes dans le monde s'élève à plus de 50%, et ce depuis environ 60 ans.
Mais bien que la proportion des femmes migrantes soit restée relativement stable au cours des dernières années, elles sont de plus en plus nombreuses à migrer de manière autonome pour travailler ou étudier. Dans ces deux récits, Donia et Leila incarnent des figures solitaires et indépendantes, leur chemin migratoire étant autonome de celui de leur famille. Donia était traductrice pour l'armée américaine avant de s'enfuir son pays. Aujourd'hui, elle habite à Fremont, en Californie, dans un immeuble où l'État héberge des immigrés, notamment afghans. Le film, minimaliste en noir et blanc, dépeint son quotidien entre les journées de travail dans une usine de biscuits chinois, les dîners dans un restaurant afghan où elle n'y croise que le vieux gérant, les séances de psy et les nuits d'insomnie dans son petit appartement. Babak Jalali, avec un humour discret, fin et intelligent, met en scène la trajectoire d'une immigrée en voie d'inclusion. Le réalisateur, en mettant en lumière avec de nombreux gros plans une jeune femme d'une beauté à la fois simple et époustouflante, tente de contrer les stéréotypes liés au genre dans la représentation de la migration, notamment originaire d'un pays musulman. Donia déambulant devant la caméra en mini-jupe, parlant à tout le monde, hommes et femmes, met au défi toute représentation cloisonnée de la femme afghane. Fremont est certes un récit du quotidien, mais il est également une poésie philosophique où chaque personnage fréquenté par la protagoniste met en exergue une parole à la fois simple et philosophique, à l'instar des messages qu'elle insère dans les biscuits chinois. L'inclusion de cette femme moderne ayant déjà un travail, un toit et un psychologue a pour point culminant la quête de l'amour. La première image du film est un gros plan sur Donia. Elle ne fixe pas la caméra, son regard est détourné du spectateur. Le dernier plan est un plan d'ensemble dans lequel Donia tourne le dos à la caméra pendant qu'un train passe devant elle. Par une mise au jour du parcours interprétatif, pour un déploiement à l'infini du sens, ces deux plans mettent en lumière le fait que l'inclusion ne doit pas être confondue avec l'intégration. Donia ne nous doit pas son regard. Elle n'apprendra pas à nous ressembler par mimétisme. Sa vie de migrante est comme un train, elle passera. Donia, elle, restera unique, ne ressemblant ni à nous, ni aux autres migrants de son entourage. Jalali confie dans un entretien qu'il a choisi le noir et blanc pour mettre en avant son désir de dépeindre le quotidien ennuyant de Donia, tout en suivant une volonté artistique pour rappeler la distance qui existe entre la vie d'une femme immigrée et le spectateur bien assis finalement dans son siège de cinéma. À l'instar de Donia, Leila dans Green Border était traductrice pour des Américains en Afghanistan. Le spectateur la rencontre lors d'une traversée de l'enfer. Accompagnée d'une famille syrienne, elle tente de passer la frontière entre la Pologne et la Biélorussie pour arriver en Europe. Ce film en noir et blanc dénonce une brutalité évoquant les méthodes des camps nazis. Dans un climat où les régimes autoritaires cherchent à manipuler les discours et à réécrire les faits, notamment dans le cas de ce film, le film a été accusé par le Parti conservateur polonais Droit et Justice de diffuser des valeurs anti-polonais. Finalement, Green Border, dans cette situation-là, se distingue par sa narration chorale. Les chapitres suivent successivement Leila et la famille syrienne, un garde-frontière et un groupe d'activistes humanitaires. Hollande expose un système rigide et oppressif où le président biélorusse instrumentalise la migration pour influencer les négociations européennes, tandis que les gardes-frontières polonais sont conditionnés à voir les migrants comme des projectiles humains, c'est bien dit dans le film, donc envoyés par un ennemi. Le film montre les conséquences sur le terrain des individus déplacés indéfiniment entre deux frontières, abandonnés dans une zone de non-droit, piégés entre deux murs de barbelés. L'horreur réside dans la déshumanisation et l'anonymat forcé de personnes ayant chacun une histoire unique. Le noir et blanc, seul point commun des deux films sur le plan formel, est ici aussi utilisé comme une force cinématographique pour marquer la distance entre le quotidien
de ces immigrés piégés dans une traversée sans fin et le spectateur occidental assis confortablement sur son siège au cinéma. Une traversée qui n'a rien de pittoresque, tant la solitude, la mort, la violence, le mépris et la déshumanisation demeurent les leitmotifs tragiques du film. À la fin de Green Border, on perd la trace de Leila, arrachée de l'hôpital par les gardes frontières. Nour, le jeune garçon de la famille syrienne, est mort noyé dans un marécage. Et pendant ce temps-là, les mêmes gardes frontières accueillent à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Cette séquence finale, qui a été ajoutée en cours de tournage, s'attarde sur le visage des Ukrainiens. Les gardes leur offrent des bouteilles d'eau, accompagnent leurs chiens dans le bus. La politesse, le calme, la civilité mise en exergue dans cette scène viennent se heurter à la brutalité, l'incivilité, l'animalité montrée tout au long du film. Ce traitement ségrégationniste est mis en scène d'une manière très brutale. Il arrive en dernière séquence sans que le spectateur s'y attende et précède le carton noir avant le générique qui informe que la Pologne a accueilli 2 millions d'Ukrainiens en 2 semaines et que 30 000 migrants sont morts depuis 2014 en Méditerranée. Comme l'explique Joanna Nowicki, ce cinéma d'inquiétude morale montre aussi la possibilité de changement des gens conditionnés ou inconscients. À la différence d'autres films traitant le sujet de la traversée migratoire, Green Border se distingue dans la place qu'il donne d'un côté aux individus, migrants, activistes ou gardes-frontières et de l'autre au discours politique. Cette traversée n'est ni fantastique ni romanesque. Le film arrive à montrer que malgré l'aurore, l'humiliation, la perte et la mort, le migrant qui décide de partir n'a pas d'autre choix que de continuer. Ainsi, le voyage, si on peut l'appeler ainsi, qu'entreprend l'individu migrant est sans retour, est synonyme de prison, de torture, voire de mort, ce qui est confirmé par des migrants aux activistes dans le film. Je demande l'asile, dit chacun face caméra, comme Leila qui se présente, dit qu'elle était traductrice pour les Américains dans son pays et qu'elle souhaite travailler pour les Polonais. Voici la mise au jour interprétative du film appuyée sur un cascade de signifiants indiciels. L'Europe se moque de son statut de femme lettrée, fuyant la barbarie d'un régime considérant les femmes comme des sous-hommes. L'Europe laisse Leila disparaître et le petit Nour, littéralement en arabe lumière, mourir dans le marécage pendant qu'elle accueille les animaux domestiques des Ukrainiens. Ces 2 films sont différents sur le plan formel, mais également sur celui du contenu. Et pourtant, tous les 2 mettent l'accent sur la détermination d'une femme lettrée venant d'un pays devenu le bastion de l'apartheid de genre, l'Afghanistan. Jalali explique les raisons qui l'ont poussé à choisir une femme immigrée afghane comme personnage principal. Je vais le citer cette fois-ci. La raison principale est que j'ai toujours été très agacée, en colère contre la représentation des femmes afghanes dans les médias, au cinéma ou dans les journaux télévisés. On ne voyait jamais une femme afghane quitter la maison, trouver un emploi ou tomber amoureuse, ou même avoir un rêve. Soit elles subissent l'oppression des hommes, soit elles cuisinent, soit elles élèvent les enfants, mais rien d'autre. Mais j'ai rencontré beaucoup de femmes afghanes qui travaillent et qui avaient des rêves et qui avaient des aspirations. C'est ce que nous voulions montrer. Fin de la citation. J'ai posé la même question à Behija Jannati Ataï, l'actrice franco-iranienne qui joue le rôle de Leila dans Green Border, également directrice de casting de film. Je la cite. Avec ce rôle, j'ai essayé de pallier un manque flagrant de représentation. La réalisatrice voulait que je joue une femme afghane lettrée, une traductrice. Ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, c'est aussi au niveau culturel, au niveau du comportement. Leila est civilisée et digne. Elle aspire à la sécurité, à une vie meilleure. Elle a un rêve. Et quand on sait ce qui se passe avec les femmes en Afghanistan, comment elles sont maltraitées et qu'elles doivent être invisibles, le choix de ce personnage s'impose. Fin de la citation. Ce n'est sûrement pas anodin que les 2 réalisateurs aient choisi comme métier pour leur protagoniste celui de l'interprète traductrice.
Ces dernières manient la langue, les mots, réconcilient les cultures et remédient à une absence de communication via la pratique de leur métier. La traductrice est celle qui se met à la place de l'autre pour le comprendre et transmettre son message sans aucun jugement. Donia et Leila, toutes deux interprètes pour l'armée américaine, se retrouvent pourtant dans une situation d'incommunication. L'une et l'autre tentent de transmettre un message, demande d'asile pour Leila et envie d'inclusion pour Donia, qui soit n'est pas entendu, soit est mal interprété. C'est le comble de la tragédie que celle qui transmet les messages des autres ne parvient pas à communiquer le sien. Pour conclure, soulignons que le film, en tant qu'objet historico-socio-culturel, est déstructurable et analysable en tant que tel, c'est-à-dire en dedans de lui-même et en dehors de son créateur. En tant qu'individu, en tant qu'artiste, nous fabriquons du sens, mais nous sommes également assaillis, dépassés par celui-ci. C'est pour cette raison qu'au contraire de ce qu'on peut attendre du rôle d'un cinéma engagé, rares sont encore les films sur le sujet de la migration qui contre les stéréotypes liés au genre, à l'éducation et à la nationalité. Lors du dernier festival de Cannes en mai 2024, hormis l'histoire de Suleiman, un autre film mettait subtilement en scène le sujet. Viet Nam du Vietnamien Minh Qui Trung dépeint la relation amoureuse mais cachée de deux jeunes hommes travaillant dans une mine. Leur histoire est racontée sur fond de recherche des disparus de la guerre du Vietnam. La séquence finale du film, entre rêve, réalité et cauchemar, montre les amoureux fuyant d'un côté la pauvreté et de l'autre l'homophobie de leur pays natal. Le spectateur ne parvient pas à comprendre s'ils sont dans un ferry ou un camion, s'ils sont dans les profondeurs de la mine ou de l'océan, s'ils sont morts ou vivants. Cette femme métaphorique de la traversée migratoire est à l'image de l'incertitude, du danger, mais aussi de l'espoir que chaque individu migrant rencontre pendant son déplacement. Ainsi, le chemin vers un cinéma de migration artistique et engagé, s'intéressant aux femmes et aux minorités sexuelles, s'est ouvert depuis quelque temps. En l'absence d'une représentation juste et plurielle dans les médias, celui-ci tente, tant bien que mal, d'attirer l'attention des festivals de renom d'un côté et le public de l'autre pour dessiner une vision multiple de la migration et du migrant, faire entendre sa voix, visibiliser son visage et lui ménager, autant que ce médium le permet, une place sur l'échiquier mondial du cinéma pour contrer les stéréotypes. Celle-ci repose encore trop sur une image de masse véhiculée par des médias, appuyée par certains partis politiques, notamment l'extrême droite, et aussi sur une vision aventureuse et romanesque de l'exil, de la figure masculine, souvent issue d'une immigration économiquement précaire et peu cultivée. C'est à cet endroit précis et pour combler un vide qu'un nouveau cinéma émerge. Celui-ci s'intéresse à la figure du migrant absent, une figure féminine et instruite. Son récit n'a rien de romanesque ni de fantastique. Sa traversée ou son installation ne sont aucunement vécues comme une aventure. La migration se dessine ainsi comme une histoire en clair-obscur où le migrant, solitaire, poursuit inlassablement sa quête d'une vie meilleure. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous avons donc encore 2 présentations. Je vous propose de passer tout de suite à la prochaine. Donc, gardez vos questions, commentaires ou vous pouvez les communiquer dans le chat. Et suite aux présentations, nous aurons une période de questions et discussions. Donc, la deuxième présentation sera d'Axel Boursier qui va nous parler de questions linguistiques ou informatiques ou comme à vous. J'étais bien dans les temps. Super. Parfait. Je vais vous parler d'un sujet un peu moins cinématographique, quoique, des discours de haine sur la migration, sur les réseaux sociaux, et comment est-ce que ces discours de haine s'inscrivent dans une stratégie politique pour assurer le cadrage
sécuritaire de la migration. Alors, avant de commencer, je vous ai mis des illustrations forcément. J'ai essayé d'enlever tous les discours qui étaient très violents, mais si les discours vous choquent trop et que vous aimeriez que je passe la slide, n'hésitez pas à me le dire. Alors, hop, alors, comment je fais pour bien partager? Hop, désolé. Hop, voilà. Hop, et si je me mets en mode présentateur, ce sera encore mieux. Ok. Alors, parler du discours de haine contre les migrants, c'est s'intéresser à la façon dont dont des communautés vont agir sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, pour proposer une vision particulière de la migration et comment est-ce que ce discours de haine s'inscrit dans une économie de la visibilité où il va être utilisé pour devenir visible. Donc le point fort de ce qu'on essaie de montrer avec mes collègues, c'est de montrer que le discours de haine n'est pas simplement un discours qui serait celui d'insulte irrationnelle, quelqu'un qui viendrait tweeter d'un coup quelque chose, mais qu'il s'agit bien plus d'un discours qui est construit, qui est pensé et qui sert à un agir politique. Et donc c'est là-dedans que j'essaie de comprendre comment est-ce que les discours de haine contre les migrants sont utilisés et mis en œuvre. Pour vous parler de discours de haine, il faut bien sûr s'intéresser à la définition. Alors la définition qui en Europe régit la chose, elle nous date de 1997 dans un texte issu du Conseil de l'Europe qui est celui-ci. Donc le terme discours de haine doit être compris comme couvrant toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale. Alors ce texte-là, il va être le texte de base qui va servir lorsqu'en France, on va essayer de faire une loi contre les discours de haine ou lorsque l'Union européenne va produire son Digital Services Act. Le problème de ce texte-là, si on prend un peu le temps de le maturer, c'est que ce qu'il dit, c'est que est appelé discours de haine tout discours qui appelle à la haine. Bon, on n'a pas beaucoup avancé sur la chose. L'une des choses sur lesquelles on est passé, aussi pour faire de la régulation, ce serait de identifier les mots qui amènent à la haine. Donc, par exemple, sale con de migrant, on pourrait peut-être le bannir parce que ça n'a rien à faire sur les plateformes et ça ne nourrit pas le débat. Le problème qu'on a face à une régulation par les mots, c'est qu'il est très facile de coder son message, donc de mettre des petites étoiles pour finir les mots, etc. Donc, ça ne marche pas, on ne peut pas s'intéresser au discours de haine en passant uniquement par les mots. Et je vous ai mis un deuxième exemple qui, pour ceux qui suivent l'actualité française, l'origine de ce post Instagram vous parlera, puisque aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur a cité ce collectif comme un exemple. Donc ce collectif Némésis qui publie un post Instagram où vous voyez bien que les mots ne suffisent pas, c'est les mots plus l'image qui permettent de comprendre comment est-ce que la haine avance. Et donc on est sur la même chose que nous disait François Rastier à propos du racisme. Il faut dépasser les mots, s'intéresser au cadrage, à la façon dont la migration est représentée pour comprendre comment est-ce que cette haine, elle fonctionne, comment est-ce qu'elle agit, et pour être capable de la repérer. Ce qu'on voit se dessiner dans les discours de haine, c'est essentiellement une représentation de la migration où le migrant est un problème. Des collègues ont mené une étude sur la façon dont le hate speech se développait en Europe et ils ont arrivé à la façon dont le migrant était avant tout représenté comme une maladie, comme un danger, une menace. Et donc, dans les discours de haine, on a cette identification du migrant comme un élément qui va venir perturber nos sociétés. On retrouve un récit
de la migration, où les migrants seraient agis par les politiques, par les médias, par les élites corrompues pour manipuler la population. Donc on retrouve ce schème très populiste d'une élite mondialiste qui manipulerait sa population, qui voudrait profiter de sa population en se servant des migrants. Tout cela, tous ces discours de haine, ils s'ancrent dans un contexte qui va faciliter la pénétration de ces discours de haine. On est dans un contexte où le discours médiatique est de moins en moins cru, inspire de moins en moins de confiance. Les rapports Reuters ne cessent de signaler une baisse de la confiance dans les médias en France et en Europe. À cela s'ajoute ce qu'on a nommé, ce que le rapport de l'Institut Jaurès a nommé la fatigue informationnelle. Donc les personnes s'intéressent de moins en moins à l'actualité, font de moins en moins confiance aux journalistes, et donc s'ouvre une porte pour un nouveau récit de la migration. Et cette porte, elle va être tout de suite prise par des personnels politiques, des personnels médiatiques qui vont proposer un nouveau cadrage de la migration, une nouvelle façon de parler de la migration en se présentant comme les diseurs de vrai. C'est eux qui vont dire le vrai sur la migration. Les journalistes ont délaissé le vrai. C'est nous qui allons le reprendre. Alors, je ne vous fais pas parcourir l'ensemble de ces vidéos, mais je vous offre quand même un petit extrait du média Livre Noir. Nous vous l'avions annoncé, Livre Noir vit une étape décisive et devient un véritable média. De Mayotte à la Hongrie, nos équipes et nos soutiens ont travaillé sur le terrain pour vous proposer de nouveaux formats. Des reportages dans les camps de migrants, à Paris, à Calais ou à Menton, à la découverte des woke, à la fête de l'humanité, en immersion, pour vous montrer ce qui est si souvent déformé, à la rencontre des prostituées et des réseaux qui les exploitent. Nous sommes descendus dans les catacombes, à la rencontre des passionnés. Nous avons pris la route des écrivains, des hommes de l'ombre, tout en continuant nos grands entretiens. Tout cela, c'est grâce à vous. Vous les 100 000 abonnés, vous qui allez nous soutenir, parce que Livre Noir, c'est l'exigence, c'est l'engagement, c'est l'indépendance. Si notre travail vous plaît, si vous voulez nous renforcer face à la censure, souscrivez à notre plateforme vidéo sur notre site internet. Est-ce qu'il est envisageable de... Cher lecteur, à valeur... Je l'ai fait se taire. Et je passe, hop, comme ça, ce sera plus facile. Donc, ce média-là, qui est un média Livre Noir, donc qui est un média qui est devenu très important, qui a changé de nom, qui désormais s'appelle Frontières en France, est un média qui va avoir pour ambition de dire le vrai, de se présenter comme celui qui comble un travail journalistique qui n'est pas fait. Et c'est cette structure-là que l'on va retrouver dans l'ensemble des discours de haine, où on va retrouver cette idée qu'il faut dire le vrai, dévoiler une réalité cachée par les élites, et que grâce à la haine, on va pouvoir faire ça. Alors, ça prend plusieurs formes. La première forme du discours de haine, pour perpétuer ce cadrage, pour le rendre visible, il va utiliser l'actualité, et l'actualité va le couvrir uniquement sous l'angle de la migration et montrer qu'il y aurait un lien entre migration et violence. C'est une communauté d'anonymes qui va sans cesse reproduire ce cadrage-là et lui faire acquérir une visibilité dans le but de faire parvenir cette idéologie en top tendance, notamment sur X. Alors, je vous lis un petit extrait des joyeusetés que je parcours dans mon corpus. Donc, 90% de la racaille en France viennent de l'immigration, mais ça, nos politiques ont trop peur de l'admettre. C'est pourtant la réalité. Ce que je vois de la racaille actuelle, pas vraiment des têtes de Français, etc. Et donc, il faut bien, ils ont au cœur de leur idée, cette idée qu'il faut révéler, qu'il faut visibiliser quelque chose que les politiques veulent cacher. Pour visibiliser, pour faire voir, ils vont utiliser les
technodiscours, les techniques discursives propres aux réseaux sociaux pour apparaître en tendance. L'une des façons qu'ils ont eues, ça va être l'émergence du hashtag #LaRacailleTue, qui sera utilisé à partir de 2020 jusqu'en 2023 comme un indexateur. On va y indexer toutes les histoires, toutes les actualités qui auraient un lien avec la migration. Et donc, cette tendance, elle arrive en 2020, mais elle est relancée plusieurs fois, plusieurs vagues vont arriver, où #LaRacailleTue va arriver en top tendance. Donc, on a un cadrage de la migration qui se fait par la violence sur Internet. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce cadrage-là, cet usage du hashtag ou du mot-clic au Canada, si mes souvenirs sont bons, est utilisé et aussi revendiqué par les personnels politiques. Donc, ce n'est pas une pratique qui est simplement faite par les amateurs, mais où on va avoir les leaders des mouvements politiques d'extrême droite qui vont encourager cette tendance. Donc, le premier tweet que je vous ai mis, c'est celui de Marine Le Pen, donc, qui est à la tête du Rassemblement national en France. Donc, Philippe, Mélanie, Thomas et tant d'autres en France, la racaille tue, et ses victimes n'ont pas l'honneur des unes de nos journaux, des tribunes complaisantes de stars et des visites politiques. Il est temps que la peur change de camp. Donc, on le voit bien, on est toujours dans cette stratégie de, par une revendication sur les réseaux sociaux, par une violence, on va réussir à révéler ce que les élites mondiales tentent de nous cacher. Et juste à côté, je vous ai mis Samuel Lafont, que vous connaissez peut-être un peu moins, qui était le directeur de campagne numérique d'Éric Zemmour, qui est une personnalité très influente dans l'extrême droite française, qui nous dit: continuez de tweeter massivement avec la racaille-tue, regardez les immigrationnistes se plaindre, vous traitez de tous les noms, plutôt que de reconnaître leurs torts. Ils ont fait exploser l'insécurité en France et le ramènent. Balayez leurs leçons de morale, ridicule. On le voit, se dessine cette idée qu'il faut appeler à la communauté pour créer des effets d'engagement sur les réseaux sociaux et que cette visibilité, que ce hashtag ne puisse plus disparaître et qu'il pénètre, qu'il soit légitime au sein de l'espace public. Il y a au-delà, donc il n'y a pas un amateurisme du discours de haine, il y a réellement une scénographie de la haine. On va créer ces posts, on va les rendre professionnels pour qu'ils puissent être retweetés. Je vous ai mis un deuxième extrait d'une vidéo produite par le média Street Press, qui est un média indépendant français qui travaille notamment sur l'extrême droite et qui a sorti une série de vidéos sur les Faflix. Et dans l'extrait que je vais vous diffuser, des jeunes militants d'extrême droite racontent comment est-ce qu'ils vont produire un post visible et comment est-ce qu'il y a une réelle réflexion sur la haine que l'on veut propager. De puce. Si on dit un verre tout le temps, on gagnera jamais, on va juste se faire piétiner la gueule. Non, mais on s'en fout. Dans la rue, si on en croise, évidemment qu'on va se mettre à 30 sur eux, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que vu que c'est filmé, si en plus on peut montrer qu'on n'est pas à 10, ça va être un plus pour le camp, pour notre camp, je veux dire. Un V1, il se fait sauter sa mère. Vas-y, quand la vidéo elle est finie, il prend deux, trois petits coups de pied par la tronche de la part de tout le monde, histoire qu'on n'ait pas fait le boulot pour rien. Pas d'accord, en fait, il faut plus une zone qui met les gens, tu vois, dans les deux camps, dans le nôtre ou chez les ennemis. Faut faire un truc vraiment très très humiliant, pas juste, on le tape et on filme, tu vois, on met sur aussi, on le met en sang, tu vois, on met sa gueule en sang, on le met devant la caméra, on lui fait dire des trucs de ouf, tu vois. Faut que ça marque les gens, en fait. Faut voir lequel téléphone a la meilleure qualité. Je pense que je vais vous filer le mien, parce que le mien, il a un truc sympa qui fait que ça évite les... Tu sais, genre quand ton téléphone il bouge trop, bah ça fait que de vibrer. Après, sur la caméra, c'est chiant. En fait, le mien, il a pas. Donc, on va réfléchir au stabilisateur qu'on va utiliser, au bon iPhone qu'on va utiliser, à la mise en scène, à l'image que l'on est en train de produire pour choquer et créer de la visibilité. De puce. Hop là. Ce discours de haine, cette violence de la migration, on va également la dramatiser. On va mettre en place de plus en plus des appels à l'émotion où le rationnel tend à être évacué et on va de plus en plus jouer sur les sentiments en disant que le maintenant est caractérisé comme un moment d'urgence et s'il n'y a pas action, alors il y aura risque pour la société française. Et donc,
on retrouve une structure classique d'une création d'un futur infernal si l'action n'est pas faite. Je vous évite cette lecture-là, je vous ai donné suffisamment de haine pour le moment. Ce discours de haine, il existe également sur les réseaux sociaux par la création d'une mémoire, d'une visualisation de la haine. En France, on a eu le fait divers du meurtre d'une jeune fille de 12 ans, donc appelée Lola, qui a eu lieu et qui va être tout de suite récupéré par la fachosphère, qui vont créer des visuels, des hashtags, Lola, qui sera associé à la racailleture, et où on demandera rapidement à l'ensemble de la communauté de réutiliser ces mots-clics pour en assurer la circulation et pour montrer qu'une mémoire des agressions françaises se crée. Donc on a une réelle construction d'un récit médiatique de la migration comme un problème sécuritaire. Je vous ai flouté dessus les photos de Lola, puisque sa famille refuse que les images soient utilisées par l'extrême droite. Pourtant, elles sont encore produites et utilisées. Enfin, l'une des dernières façons dont le discours de haine devient un élément très important et un cadrage très important au sein de l'espace public et utilise les réseaux sociaux pour se communiquer, ça va être la vitesse. En France, on a eu en 2023 une attaque qui s'est produite à Annecy. Elle s'est produite à 10 heures. Et ce qui m'a intéressé de voir, c'est qu'est-ce qui se passe sur X de 10 heures à 12 heures. Donc en 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Donc 1952 tweets sont produits en utilisant le hashtag Annecy. Quand on s'intéresse un peu plus en profondeur à ces X, on voit qu'il y a les médias qui vont reproduire l'information, qui vont utiliser le hashtag pour parler, pour donner des informations sur le fait. Mais très rapidement se manifestent les leaders de communautés anti-migratoires. Donc très rapidement, Éric Zemmour arrive pour à nouveau parler, faire le lien entre cette agression et la migration, tout en utilisant les technodiscours. On voit tout de suite une apparition d'Annecy avec le francocide. Donc on le cadre directement dans une thématique propre à l'extrême droite. Et on a également un autre leader de communauté qui est Damien Rieu, qui est également un soutien d'Éric Zemmour, qui va réapproprier l'événement, le polariser et montrer que si la migration existe en France, si ces agressions existent, c'est à cause de l'autre port politique. Et donc la polarisation, la confrontation est là dès le début. Cette grille de lecture est appliquée à chaque événement, devient très forte et ils arrivent en top tendance dès le début. On a donc un pré-cadrage médiatique qui est effectué sur X et qui va devenir si fort, si nombreux, qu'il va être impossible d'être ignoré par les médias qui vont devoir parler de ce cadrage. Donc on voit que le discours de haine contre les migrants sur les réseaux, il agit comme une orientation des cadrages médiatiques qu'on va retrouver plus tard dans les médias. Donc c'est pour ça que j'ai mis que la vérité, finalement, de la migration s'impose par sa visibilité, et dire le vrai, c'est être capable d'imposer son cadrage dans la couverture de l'événement. Hop. Et ce qui est encore plus dangereux, et je m'en servirai comme en guise de conclusion, c'est de voir que les réponses contre les discours de haine sont elles aussi compliquées, puisqu'on a un problème pour être capable de répondre à ces discours de haine, puisque lorsque d'autres acteurs médiatiques proposent des contre-discours, proposent d'autres cadrages de la migration, ces communautés se mobilisent pour produire du cyberharcèlement et produisent une violence discursive. C'est ce qui, lors de la période électorale en France, a conduit
l'intersyndicale des journalistes français à produire un communiqué disant que le cyberharcèlement que subissent les journalistes n'est pas normal et qu'il y a une réelle volonté de silencier les adversaires par la peur, par la menace. Cette violence, elle existe toujours, même hors du temps électoral. Cette semaine, Le Monde a déposé plainte contre des acteurs de cyberharcèlement contre l'une de ces journalistes qui travaillait sur les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Donc on voit qu'il y a il y a un cadrage qui s'impose par une communauté, par sa violence, et que la violence est utilisée comme une arme pour gagner la sphère médiatique. Merci à vous et j'espère ne pas avoir montré trop de violence. Merci beaucoup. Très, très complexe et très sérieux, très difficile. Et j'espère qu'on pourra dépatouiller un peu tout ça, faire du sens. Et maintenant, notre troisième présentateur, Christophe Tresnel de Moncton, va nous faire sa présentation de sa contribution au numéro thématique. Merci beaucoup, Louisa. Donc, est-ce que Jonathan, tu peux peut-être lancer ma présentation? Merci. Donc, merci au Collège des Chaires, merci à la revue Hermès aussi d'avoir accueilli ce texte. Je remercie particulièrement Assal, bien sûr, et puis Nicolas pour leur gros travail. Je sais à quel point c'est un énorme travail que de rassembler tous ces textes au sein de la revue Hermès. Alors, pour ma part, je vais traiter en fait de diversité migratoire et de particularisme au Canada. Là, comment s'agence finalement cette diversité issue de l'immigration et le particularisme qu'on constate dans la francophonie, au Canada, et notamment à travers l'existence d'une minorité francophone qui est la francophonie canadienne. Et je le ferai à travers, peut-être de manière assez maladroite, je ne sais pas, mais à travers un regard croisé que je souhaite appliquer entre la manière dont on regarde l'immigration en Europe et la manière dont on peut la regarder au Canada, en essayant de sortir d'un certain nombre de malentendus, de quiproquos, autour d'un objet qui apparaît commun, l'immigration, mais qui est perçu de manière extrêmement différente au Canada et en Europe, à tel point qu'on peut se poser la question de savoir s'il s'agit véritablement du même objet. Alors, pour revenir à la situation canadienne, le Canada est parvenu à se persuader et à persuader qu'il est non seulement une société multiculturelle, ce qu'on appelle la mosaïque canadienne, mais aussi un champion en matière d'accueil de la diversité dans le respect des distinctions culturelles. Et en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a une relation ambiguë du Canada avec son multiculturalisme et son immigration, et aussi la reconnaissance des particularismes d'ici. Et je vais essayer justement d'explorer ces paradoxes multiples autour finalement de la présence, de l'accueil, de l'immigration francophone ici en Acadie. Voilà. Alors, peut-être diapositive suivant, je vais peut-être commencer par l'illustration finalement d'un portrait qui est assez intéressant. C'est tiré du guide Découvrir le Canada, qui est produit par le gouvernement du Canada et que tout nouveau citoyen canadien comme moi a pu parcourir, lire et relire en vue de préparer son examen, parce qu'on a un examen à passer pour devenir citoyen canadien. Et je trouve que c'est intéressant de lire, alors je vous le laisse parcourir, hein, je ne vais pas le lire devant vous, mais finalement, ce double ancrage dans une reconnaissance affirmée du multiculturalisme et de la diversité, c'est le cas du premier extrait, du extrait le plus court, mais aussi l'affirmation perlée un peu d'une forme d'unitarisme qui est quand même affirmée par le Canada au sein de ce guide. Donc, vous voyez, au niveau des nouveaux arrivants et de ceux qui prétendent à la citoyenneté canadienne, on leur dit bien, ben voilà, il y a du multiculturalisme, mais attention,
on est face à une histoire fière et une identité forte au Canada. Hein, les Canadiens sont fiers de leur identité, ils ont fait des sacrifices, etc. Vous devez faire un certain nombre de choses. Donc il y a une forme d'injonction à devenir, à faire autre chose qu'à devenir simplement un Canadien de papier. On peut passer à la prochaine diapositive. Alors, de fait, le Canada est bel et bien, hein, ça c'est clair, et je suis loin de le remettre en question, une société d'immigration. 23% des Canadiens sont des immigrants, et ça c'est des statistiques qui sont tirées d'IRCC, donc là, le ministère d'immigration pour les Européens qui ne sont pas au courant des acronymes habituels du Canada. Donc le Canada est bel et bien une société d'immigration. À l'inverse, l'Europe se représente, on voit au Canada une forme de représentation extrêmement positive, hein, de l'immigration de manière générale, notamment à travers les textes et les institutions. À l'inverse, l'Europe se représente et est présentée souvent comme une forteresse assiégée, et on l'a particulièrement vu par rapport à la présentation d'Axel. Donc, forteresse assiégée, confrontée à une crise migratoire incontrôlable. Hein, on parle de crise migratoire, percevant de plus en plus ce venu d'ailleurs comme la mise en cause d'une intégrité identitaire, culturelle, qu'on présente très souvent comme menacée. Et on le constate notamment à travers le succès des populismes dans des pays de l'Union européenne qui connaissent pourtant très peu d'immigration, de processus migratoire. Hein, la Slovénie, la Hongrie, par exemple, la Slovaquie sont de bons exemples. Pourtant, quoi de plus multiculturel, peut-être malgré elle, que cette Europe carrefour, marquée pendant son histoire multiséculaire, sinon multimillénaire, par les échanges et les impérialismes menés outre-mer, qui l'ont conduit parfois à son corps défendant, à s'inventer avec tous ces ailleurs et ces autres, un multiculturalisme à son image. 2 siècles d'État-nation et de nationalisme étatique en Europe nous ont peut-être fait oublier à quel point cette partie du monde, telle qu'elle est, doit beaucoup à ces incessants brassages, ni toujours choisis, ni toujours subis, aux inclusions silencieuses et douces, aux crises sonores et parfois tragiques. L'Europe est carrefour, lieu de contact, d'échange, de télescopage pour le meilleur et pour le pire, et c'est là son histoire. En retour, on peut questionner un multiculturalisme canadien qui, peut-être malgré lui, paraît plus performatif et pragmatique qu'effectif. Quelle place est réellement accordée à toutes les diversités, certes affirmées, proclamées, même à travers le multiculturalisme officiel, mais au sein d'une société canadienne profondément ancrée dans une hyper-américanité finalement très anglo-saxonne, très anglophone, et à la fois très libérale et conservatrice. Quelle place finalement est réellement accordée à toutes les diversités au sein d'une américanité canadienne de surcroît protégée, sinon isolée, de tout flux migratoire non désiré, par des océans et une frontière entre guillemets double couche dont on parle souvent en ce moment dans l'actualité canadienne à travers les tribulations de l'énergumène qui vient d'être nommé, élu président des États-Unis. Et on s'aperçoit finalement de cette forme d'isolation canadienne ou de particularité canadienne lorsqu'on voit un peu la manière dont le Canada a pu réagir et la société civile canadienne a pu réagir à des crises, entre guillemets, comme celle des immigrants clandestins qui ont tenté de franchir la frontière et la quasi-dramaturgie autour du chemin Roxham, notamment, ou alors justement les débats qui ont lieu autour de l'élection de Donald Trump sur la frontière et la manière aussi dont le Canada a beaucoup transigé par rapport à sa propre politique migratoire, non seulement dans le contexte de l'élection de Donald Trump, mais aussi dans le contexte d'une crise du logement où finalement on a fait un lien extrêmement rapide entre crise de logement et arrivée d'immigrants.
et sans que nécessairement on questionne le rapport de causalité entre l'un et l'autre. Peut-être passer à la diapositive suivante. Donc là, il s'agit en quelque sorte d'un florilège un peu de ce genre de constat. Hein. Finalement, un texte, du moins des politiques qui restreignent l'immigration, le gouvernement du Canada qui réduit l'immigration, c'est en bleu sur la gauche. Et puis des extraits du quotidien Le Devoir hein, sur le plafonnement de l'octroi de permis d'études pour les étudiants étrangers, par exemple, ou la baisse des seuils d'immigration permanente. Québec en veut moins. On voit que finalement, ce rapport à un multiculturalisme positif et à une perception positive de l'immigration est relative. C'est pas propre à l'Europe, c'est aussi présent au Canada, bien évidemment. Et puis en bas à droite, je rappelle un titre qui m'a souvent choqué d'un rapport du gouvernement du Canada sous le gouvernement de... ah mon Dieu, son nom m'échappe. Premier ministre canadien, aidez-moi. Stephen Harper, voilà. Les Canadiens d'abord. Il y a un petit parallèle avec un slogan très connu en France, les Français d'abord, qui a été pendant très longtemps le slogan du Front National. Donc, le Canada, bien sûr, se présente, et là je vais peut-être passer à la diapositive suivante, au-delà de cette ouverture à l'altérité, de cette ouverture à la diversité, encore une fois, qui est promue, préconisée officiellement à travers la politique de multiculturalisme, il n'en demeure pas moins que le Canada reste extrêmement pragmatique dans la manière dont il conçoit, même publiquement, à travers ses institutions, à travers son État, l'immigration. L'immigration, c'est d'abord c'est pas d'abord l'accueil qui est souhaité, mais c'est d'abord une immigration qui doit répondre aux besoins de l'économie canadienne. Donc c'est une immigration clairement choisie. Donc on n'a pas une approche d'abord humaniste au Canada par rapport à l'immigration. On a un rapport d'abord extrêmement pragmatique, économique. Il s'agit d'accueillir des immigrants pour répondre aux besoins du marché du travail et donc de l'économie canadienne. Et là, c'est un extrait du plus récent plan ministériel d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada pour 24-25, et qui l'affirme encore une fois. Bien évidemment, en réaffirmant, hein, il s'agit de dire aussi, parallèlement, nous devons demeurer un lieu de refuge. Il ne s'agit pas de nier cette dimension qui est bien réelle dans l'immigration canadienne, bien évidemment, un lieu de refuge justement et d'accueil des réfugiés, mais la priorité, c'est quand même se mettre au service de la prospérité canadienne. Alors, le Canada se présente comme un pays ouvert à la diversité, et il l'est bien sûr, mais il y a un mais, cette ouverture demeure instrumentale et sélective, dépendant des besoins de l'économie canadienne. Cette ouverture se traduit aussi par des politiques de reconnaissance de la diversité et des minorités, bien sûr, mais, et là aussi il y a un mais, passablement limité, comme le montre, et je vais y venir, le statut de la minorité francophone au Canada. Les politiques de bilinguisme officiel ont passablement pacifié les conflits linguistiques, ça c'est une réalité. Depuis 40 ans de loi sur les langues officielles, de reconnaissance de la dualité linguistique au Canada, on a pacifié les conflits linguistiques, mais on n'a pas pour autant empêché le déclin démographique et politique de la francophonie canadienne. Donc on peut passer peut-être à la diapositive suivante. Donc cet archipel, donc cette dimension archipélagique de la francophonie canadienne. Donc une ouverture à l'altérité affirmée mais conditionnelle s'agissant de l'accueil de nouveaux arrivants. Choisi questionne donc au regard du sort réservé à l'une des principales minorités, les francophonies canadiennes, qui ont dû subir pendant plus de 2 siècles une politique d'assimilation parfois extrêmement brutale, avant de se voir accorder à la fin des années 60 une reconnaissance minimaliste à travers le bilinguisme officiel. Une forme de reconnaissance qui, depuis 50 ans, n'est cependant pas parvenue à enrayer le processus apparemment inexorable d'assimilation tranquille qui fragilise toujours plus cette principale minorité. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez, après avoir
un peu montré, hein, la question du rapport à la diversité issue de l'immigration. Là, tranquillement, on glisse vers une autre forme de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Cette fois, c'est à l'égard des particularismes locaux à l'intérieur du Canada. Et on va voir ensuite comment ces deux tentent, tant bien que mal, de s'agencer, notamment en Acadie. Donc on le voit, là aussi, le Canada n'a pas simplement un problème au niveau d'une forme de multiculturalisme performatif, un peu plus dit que réel. Il y a aussi un problème au niveau de la reconnaissance des particularismes locaux, hein, des minorités, notamment francophones locales, qui sont d'une certaine manière plus pacifiées que protégées par notamment la législation sur les langues officielles. Des communautés toujours extrêmement fragiles. Après 50 ans de loi sur les langues officielles, on voit en 1971, il y avait 27,5% des Canadiens qui étaient francophones. En 2021, on en est à 22%. On ne peut pas être finalement, on ne peut pas considérer finalement que le résultat est extraordinaire au regard de ces statistiques qui sont assez parlantes. Donc une fragilité, on peut continuer à passer la prochaine. Donc une fragilité qui questionne justement ce qu'on appelle au Canada les communautés de langue officielle en situation minoritaire, hein, cet acronisme très élégant qui nous sert à désigner les Fransaskois, les Franco-Manitobains, les Franco-Ontariens, les Acadiens, qui sont souvent non nommés dans les lois et dans les textes officiels. Et donc, il y a une forme d'invisibilité identitaire de ces communautés qui en dit long, là aussi, sur la manière dont le Canada reconnaît politiquement ces francophones en situation minoritaire ou ces francophonies canadiennes. Et le cas acadien est assez emblématique. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'Acadie, hein? La question c'est toujours posée face à cette communauté singulière. L'Acadie était à l'origine constituée des colons français installés le long des côtes de l'actuelle Nouvelle-Écosse. Et on peut passer aussi la prochaine diapositive. L'histoire de l'Acadie est marquée finalement par l'histoire qu'a pu marquer l'ensemble des francophonies canadiennes, c'est-à-dire une oscillation entre conciliation, ouverture de la part des pouvoirs coloniaux et canadiens, et fermeture brutale. Et notamment, on peut passer à la prochaine diapositive, la tragédie du grand dérangement, c'est-à-dire la déportation pure et simple de l'ensemble des Acadiens de l'actuelle Nouvelle-Écosse et de leur répartition sur l'ensemble des colonies pour tout simplement les assimiler à la majorité anglo-saxonne et faire disparaître finalement ce qui était considéré comme, par la puissance coloniale britannique comme un problème au sein de ces terres nouvellement conquises. On peut continuer à la prochaine diapositive et très rapidement, tout simplement parce que le 19e siècle et le 20e siècle, c'est finalement l'avènement d'un Canada beaucoup plus démocratique, bien évidemment, beaucoup plus respectueux de la pluralité, mais un Canada qui va se construire, un Canada moderne qui va se construire, un État canadien qui va se construire à travers notamment le processus migratoire. Un processus migratoire, et c'est important de le mentionner, qui au départ va être perçu par les Canadiens français, les Acadiens, comme une menace à leur identité. Pourquoi? Tout simplement parce que ce processus migratoire a pour conséquence l'arrivée massive de migrants d'origine anglo-saxonne, britannique, qui vont en permanence, les unes après les autres, remettre en cause des majorités qui s'étaient pourtant constituées dans l'Ouest canadien, et notamment autour de la Rivière Rouge. Mais il y a d'autres situations. Donc finalement, une histoire et un rapport entre l'immigration et ce particularisme à la fois francophone et catholique constatable au Canada français et puis en Acadie, qui rend finalement les Canadiens français, les Québécois et les Acadiens extrêmement méfiants par rapport à l'immigration. On peut passer à la diapositive suivante. Une méfiance, mais qui finalement va pas pour autant conduire donc là, toujours cette fragilité
de l'évolution du poids sociodémographique des francophones hors Québec. C'est le cas particulièrement des francophones hors Québec. On peut passer à la diapositive suivante. J'essaye d'aller assez vite. Là, c'est la situation du Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez les récents développements, les récentes transformations de la situation démolinguistique à la fois dans la francophonie hors Québec et au Nouveau-Brunswick. Toujours extrêmement préoccupant parce que en termes de nombre absolu et en termes de proportion, les chiffres sont toujours mauvais. Il y a toujours de moins en moins de francophones ou une proportion de moins en moins importante de francophones. On passe finalement, notamment au Nouveau-Brunswick, d'un gros tiers de francophones à peine un quart des francophones désormais. Alors, ce n'est pas pour autant que les francophones se sont méfiés de l'immigration. Et le problème qui se pose, c'est, on peut passer à la diapositive suivante, c'est toute la question de la capacité, quand on est finalement une société particulière comme l'Acadie, toute la question de la capacité d'une société particulière comme l'Acadie d'accueillir la diversité issue de l'immigration et notamment de l'immigration francophone. Et là, je veux faire un petit détour justement par ce problème que j'ai déjà évoqué de l'absence de reconnaissance politique des communautés francophones canadiennes, mis à part bien évidemment le Québec, mais Québec en tant que province, plus qu'en tant que communauté francophone en tant que telle. Mais l'Acadie n'a ni de frontières ni de capacité à disposer d'institutions politiques qui lui permettraient de faire accueil, de faire société, en permettant d'accueillir de manière pleine et entière les nouveaux arrivants. Donc on a finalement ces représentations, vous voyez, de l'Acadie territorialisée, mais sans que ces représentations n'aient un quelconque impact en termes de reconnaissance politique. Ce ne sont que des frontières qui sont suggérées ou des territoires qui sont suggérés par les militants, mais qui ne sont en aucun cas des frontières officielles. L'Acadie n'existe pas en tant que pays, en tant que territoire. Et ça pose toute une série de questions, diapositive supplémentaire suivante, par rapport à la manière dont les Acadiens vont eux-mêmes parler de leur identité. Et on constate dans la société acadienne une profonde indécision identitaire, une indétermination identitaire qu'on retrouve notamment dans les productions artistiques ou documentaires de la société acadienne elle-même. Et là, c'est deux illustrations. Un documentaire qui a été publié à la fin des années 60, qui a été diffusé à la fin des années 60, Acadie l'Acadie, et un autre documentaire au début des années 2020, donc Le Prince de l'Acadie. Et dans ces deux documentaires, on pose la question de l'indétermination identitaire des Acadiens. Donc voilà un peu, et puis diapositive suivante, il y a un extrait des toutes premières phrases dans ce documentaire d'Acadie l'Acadie à la fin des années 60. Moi, je ne sais pas quoi dire de l'Acadie. L'Acadie, on sent finalement cette indétermination. Et puis chez Julien Robichaud, c'est la même chose. Il introduit son documentaire en disant voilà, moi je suis acadien, mais j'aimerais être capable de dire que j'en veux pas de cette appellation acadienne. Donc il y a cette indétermination identitaire. Donc, diapositive suivante. Il est bien difficile de faire de l'Acadie une société d'accueil. Pourtant, ce qu'on constate, tout à l'heure, j'ai dit, finalement, les Canadiens français et puis les Acadiens étaient très méfiants par rapport au processus migratoire et on aurait pu considérer que finalement, cette méfiance aurait abouti à une hostilité. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans les communautés francophones en situation minoritaire. C'est l'exact inverse qui s'est produit, tout simplement parce qu'on a voulu faire d'un problème potentiel, c'est-à-dire une immigration non francophone qui menace ou qui fragilise encore plus une minorité francophone non reconnue. On a voulu en faire finalement une force en négociant avec le gouvernement fédéral la possibilité d'augmenter l'accueil des immigrants francophones.
donc des immigrants de langue française dans ces communautés francophones en situation minoritaire. Donc il y a toute une série de politiques publiques qui se sont développées pour justement permettre à ces communautés de renforcer le nombre de francophones accueillis à travers l'immigration. Donc l'immigration est devenue, et c'est encore considéré finalement comme un des outils principaux de revitalisation de ces minorités qui sont pourtant menacées par l'assimilation linguistique, comme je l'ai montré à travers les différentes statistiques que j'ai présentées. Donc, vous voyez, une transformation complète du regard porté par les minorités à l'égard de l'immigration. Ça s'est passé à travers la mise en place de toute une série de politiques publiques, des réseaux d'organismes d'accueil et la fixation d'un certain nombre de cibles. C'est-à-dire que là aussi, tout à l'heure, je parlais de rapports pragmatiques à l'immigration qui caractérisent le Canada. Autant on veut que ça serve l'économie canadienne, autant on veut que ça serve, mais de manière accessoire, la revitalisation des francophones en situation minoritaire. Tout l'enjeu là-dessus, c'est de réussir une rencontre qui n'est pas si évidente que ça entre un particularisme local, par exemple le particularisme acadien, avec tous ces questionnements identitaires qui caractérisent une société sans État, sans institution, sans reconnaissance politique comme l'Acadie, et qui souhaite accueillir parmi elles des nouveaux arrivants d'origine migratoire, de langue française, pour que ces nouveaux arrivants puissent participer à cette collectivité minoritaire et menacée, fragile. Et donc, on voit toute la tension qui peut exister entre une intention communautaire d'accueillir ceux qui viennent d'ailleurs, mais aussi des immigrants qui ont peut-être une autre manière de se représenter leur installation au Canada, des immigrants qui peuvent être francophones, qui peuvent vouloir contribuer à la revitalisation de ces minorités francophones, mais qui ont peut-être aussi la liberté de poursuivre une autre intention qui est tout simplement de s'intégrer de manière très globale à cette américanité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a une tension, il y a un paradoxe là, peut-être un malentendu entre finalement ces immigrants francophones qui viennent d'ailleurs, dont on attend beaucoup, et des communautés francophones qui souhaitent les accueillir, mais qui parfois échouent dans cette capacité à convaincre ces nouveaux arrivants de venir participer à cette revitalisation. Christophe, Donc oui, excuse-moi, il faudrait conclure aussi rapidement. oui, alors justement, j'en ai fini. Donc dire et faire une Acadie contemporaine marquée par les mobilités, c'est finalement le processus qu'on constate dans toutes ces communautés à travers ce foisonnement d'organismes communautaires, mais ça se fait sans reconnaissance politique de ces communautés, et c'est d'une certaine manière une gageure qu'on peut constater, et c'est l'avant-dernière diapositive, que voilà. Toutes ces affiches qui célèbrent finalement l'accueil nécessaire et voulu par les francophonies en situation minoritaire de ces francophones venus d'ailleurs. Mais on le voit par exemple la plupart de ces affiches viennent d'Acadie. La notion même d'Acadie a disparu. C'est-à-dire qu'il y a une disparition de la particularité Acadie. Alors que justement, par ailleurs, elle est affirmée. Donc une forme de peut-être nouvelle double solitude qui caractérise finalement cette rencontre qui doit réussir, mais qui peine à fonctionner. Et j'irai dans la dernière diapositive en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Donc, 3 présentations très contrastées. Et à dire vrai, Christophe, vraiment, je te remercie parce qu'avec les 2 premières présentations, je pensais justement au contraste entre la situation canadienne, qui est maintenant devenue beaucoup plus complexe en fait et contradictoire ou paradoxale, comme tu as dit, relativement à l'Europe et à la France en particulier. Donc, en fait, vos 3 présentations ont montré vraiment 3 facettes très, très différentes. Je ne vois pas de questions dans le webinaire.
Pour ma part, j'ai plusieurs questions et commentaires, mais j'aimerais ouvrir un peu à l'audience l'opportunité de poser les questions. Je ne sais pas s'ils peuvent parler directement, donc vous pouvez ouvrir votre micro ou s'ils doivent communiquer par le chat, vu qu'on est en mode webinaire. Je ne suis pas sûre, donc Par le chat, oui, par le chat. dans le chat, d'accord. Bon, en attendant que nous ayons des questions, ce qui m'a beaucoup interpellé au début, ce que vous disiez par rapport à la vérité, le fait scientifique qui recherche la vérité, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue à ce sujet. Il y a quelques années déjà, en fait, ça m'avait beaucoup dérangé en tant que chercheur. Je cherche la vérité, mais aussi de communiquer la complexité de la migration aux médias, au public. J'étais à une conférence sur les migrations liées à l'environnement, les soi-disant migrations climatiques. C'était vraiment les chercheurs top. En anglais, c'était anglophone. Donc, je pense 200 personnes environ et j'avais grand espace. C'était 3 jours vraiment intenses. C'était un petit contexte intime et tout. Qu'à la fin de ces 3 jours, c'était en 2015, donc il y a quelques années déjà, j'espérais qu'on puisse ressortir de cette conférence avec un discours homogène de comment présenter tous les débats, parce qu'il n'y a pas de réfugiés climatiques, toutes les questions des définitions et tout, mais présenter un discours cohérent aux médias. Et j'étais très déçue, je vais vous dire, parce que tous les chercheurs qui étaient là étaient plus intéressés par leur renommée comme chercheurs que la vérité ou que communiquer aux médias ou faire connaître la vérité. C'était vraiment où je publie, combien je publie, ce que je dis c'est plus intéressant, c'est différent, c'est plus extrême, plus sensationnaliste. J'ai été honnêtement déçue. Donc, c'est aussi un peu se questionner en tant que chercheur. Notre rôle, c'est un de beaucoup de thèmes auxquels j'aimerais participer. On n'a vraiment pas le temps de parler de ça, mais vous avez ouvert avec ça la question de la vérité, tous les discours, la complexité. Et comme chercheur, ça, en fait, hier, j'ai fait une entrevue parce que maintenant au Canada, avec Trump et puis l'appel d'urgence à la frontière au sud du Mexique et puis les déportations et tout, donc le Canada se questionne beaucoup. Et moi, j'ai essayé de dépatouiller et de présenter aux médias, d'expliquer au public francophone en Ontario quelle est vraiment la situation. C'est une situation mondiale, c'est pas juste les États-Unis, le rôle du Canada là-dedans. C'était juste ça, je voulais le commenter parce que c'est pas si facile comme chercheur de transmettre la vérité, surtout que les médias fonctionnent par soundbites. Et puis, je pense, Axel, dans votre présentation, vous avez montré, c'est les hashtags, c'est ça, comment est-ce qu'on peut présenter des nuances. Par contre, tout ce qui est artistique, littérature, culture, tout là-dedans, je pense, les nuances vont beaucoup plus, ça touche, mais aussi, on a des publics très différents. Qui va aller voir les expositions, les films et tout? Est-ce que c'est les jeunes de la rue qui font les hashtags ou qui attaquent les autres? Je ne pense pas. En fait, c'est quelques réactions. Et là, je vois dans le chat, il est arrivé, je pense que c'est Nicolas. Donc, Nicolas, vous demandez depuis quand analyses-tu la création de figures de migrants absents dans le cinéma? Donc pour toi, Sal, hein. Oui, tout à fait. Donc depuis quand analyse la création de la figure depuis quand je travaille ou depuis quelle date de corpus, tu veux dire? Oui, en fait, j'ai vraiment apprécié vos présentations tous les trois et j'ai découvert, en te lisant déjà bien sûr, mais en te réécoutant aujourd'hui, c'est cette figure du migrant absent et dans ton Mhm. corpus et je voulais savoir si tu l'avais analysé en général dans l'histoire du cinéma et à partir de quand, d'après toi, cette figure apparaît-elle dans l'histoire du cinéma? Alors, il semblerait en tout cas que c'est depuis, enfin, il a déjà été présent, mais c'est depuis les années 70, notamment donc dans le cinéma, on va dire occidental, hein, on parle. Tu vois, je te parle pas du cinéma iranien, mais dans le cinéma occidental, c'est plutôt dans les années 70 où on commence à avoir en tout cas une forme de diversité des films où on peut voir un petit peu le migrant quand même différemment par rapport les vrais stéréotypes, on va dire. Donc c'est dans les années 70. Néanmoins, comme je l'ai expliqué, même si depuis les années 70, il y a
une forme de diversité. Quand on va creuser, quand on va regarder plusieurs films, en tout cas, je me suis rendu compte que cette diversité-là n'est pas si finalement diversifiée que ça voudrait être et qui pense l'être. En fait, le problème, je pense, de cinéma, c'est que il pense qu'il est diversifié en forme de la représentation de migration. Et d'ailleurs, je vais te dire, si moi je présente ça devant des cinéastes, ils vont me massacrer pour ceux qui, parce qu'en fait, pour eux, c'est diversifié. Mais c'est vrai que moi, ce que j'appelle la diversité, tu vois bien, je parle de l'image de la femme, de une femme éduquée, etc. C'est-à-dire celui ou celle qui n'est pas misérable. Tu vois, celui ou celle qui est misérable par sa situation, parce que de toute façon, quand tu choisis d'avoir en fait ce trajectoire-là, à un moment donné, tu es quand même dans la misère. Et après, mais dans l'absolu, en fait, on a l'habitude de voir plutôt ces images de migrants qui sont de base misérables, en fait. Et il faut quand même que je dise, c'est un cinéma engagé, c'est-à-dire ce cinéma de la migration qui s'attache en fait à des différentes valeurs de la migration, en fait, est hyper engagé. L'histoire de Suleiman, c'est un film extrêmement engagé. Il est très bon, c'est un très bon film. Ça parle d'un parcours individuel, etc. Néanmoins, on est encore une fois, en fait, d'un jeune garçon noir qui est dans la situation extrêmement misérable, etc. Mais je pense que petit à petit, c'est en train de changer, mais pas en masse. Ça change pas en masse. Et d'ailleurs, sur la question de Luisa, ou quel est ce public-là, c'est vrai que, par exemple, quand je demandais à Babak Jalali, donc le réalisateur de Frémont, je lui disais, est-ce que vous pensez changer quelque chose? Il m'a dit, non, pas du tout. Il a dit, je ne changerai rien du tout parce que c'est un film arrêt-essai qui est projeté dans quelques salles, dans quelques pays. Déjà, je suis hyper heureux que, par exemple, la France a acheté le film, puisque c'est un film américain, mais d'un irano-britannique. Mais néanmoins, en fait, il a dit, mais qui voit mon film? Donc, c'est vrai que la question de public se pose aussi. Donc, nous avons une question très, très importante que j'avais aussi d'ailleurs de Marc Valade. Merci Marc, qui est à l'Université de l'Ontario français à Toronto. C'est pour Axel Boursier. Donc, ne croyez-vous pas qu'à la source du problème de communication véridique sur la réalité des parcours de migrants et de leurs défis d'intégration sociale et économique, nous vivons une crise épistémologique fondamentale face à la connaissance et à sa transmission? Comment surmonter cet obstacle quand la population cherche avant tout les discours réfléchissant leur propre opinion, biais de confirmation? Et je me permettrais d'ajouter aussi de penser en fait au public ou aux personnes dans le pays qui font eux-mêmes face à des situations difficiles. Donc, c'est pas juste qu'ils veulent confirmer ou penser à leur discours, mais des fois des personnes qui sont aussi dans des situations difficiles ou dans différents types de situations avec des besoins différents. Mais ça, je m'excuse, j'ajoute une question à à la question de Marc. Donc, Axel. Je vais essayer de faire une pierre trois coups et répondre en même temps aussi à la question de Nicolas. Si évidemment on est dans un problème de crise épistémique, d'établissement du vrai, et la difficulté, c'est on a une partie des communautés d'Internet qui s'y sont totalement engouffrées et qui se sont servis des réseaux sociaux pour dire le vrai et pour affirmer le vrai, pour s'en servir comme nouveaux médias. Et le livre de James Hardy sur pourquoi est-ce que les réseaux diffusent autant ces idées est fabuleux sur cette idée qu'il y a eu une réappropriation de l'espace médiatique et des réseaux sociaux pour diffuser ces idées. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire mieux et de parvenir à éduquer sur la migration et avoir un discours plus complexe? La chose, elle passe par l'éducation aux médias et aussi avant tout à l'éducation aux journalistes. Et on a la chance d'avoir dans le numéro une intervention de l'association des Infox Migration, qui est une association
qui est relié directement au Collège de France et qui travaille justement à former les journalistes sur la façon dont on pourrait parler de migration justement dans sa complexité. Et elle fait tout un travail, cette association, sur la formation des journalistes, sur les entraîner au média training, mais également aux chercheurs, puisque vu qu'elle est du Collège de France, elle entraîne également les chercheurs à parler aux médias, à répondre aux médias et à savoir ce qu'est un piège médiatique et à savoir affronter le piège médiatique. Donc c'est par l'éducation qu'on y arrivera. J'ai la chance de diriger aussi une école de journalisme et je sais qu'il est difficile, mais aussi très important, de former nos futurs journalistes à cette question-là, que bien souvent, ils ont du mal au début sur cette question, puisque ils sont pas forcément des spécialistes sur cette question. Et donc, traiter de façon rationnelle et les faits de la migration, c'est très difficile, mais ça nécessite un travail de formation, formation des journalistes, des citoyens, et comment est-ce que les associations qui luttent pour la migration, qui luttent pour une meilleure représentation de la migration peuvent faire. L'un des défis qu'ils ont, c'est que quand ils créent des visuels, quand ils créent des campagnes de communication, ils sont victimes de cyberharcèlement. Et donc, il y a aussi une peur de ces populations-là de s'exprimer, puisque s'exprimer, c'est s'ouvrir à la violence. Donc, on est vraiment dans un moment difficile et complexe, mais je pense que c'est aussi à la société civile, mais aussi à nous, chercheurs, comme vous le disiez tout à l'heure, à réfléchir sur la façon dont on peut communiquer la migration et dont on peut offrir une représentation juste de la migration. Et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé de travailler sur vraiment la communication comme étant une problématique très importante pour la migration. Bon, merci beaucoup. Et puis, nous avons une question pour Christophe. Existe-t-il des partis politiques ou discours que l'on pourrait qualifier d'extrême droite pour les communautés francophones que tu as évoquées? Parmi les communautés francophones, non, à ma connaissance en tout cas. Ensuite, il y a une forme de discours critique, pour ne pas dire pire, qui existe dans un certain nombre de formations politiques canadiennes à l'égard tout à la fois de l'immigration, des questions linguistiques et des minorités quelles qu'elles soient. Et ça, après, on peut illustrer la situation, tiens, à travers le Nouveau-Brunswick et l'Acadie, hein, où finalement on avait un gouvernement, le gouvernement précédent, qui était on ne peut plus franco-sceptique, pour ne pas dire pire, à l'égard des langues officielles, hein. Un Premier ministre qui était issu d'un ancien parti politique. Bon, c'était un gouvernement conservateur, progressiste conservateur. Mais Blaine Higgs avait fait ses classes quand même comme acteur politique au sein du CORE, donc Confederation of Region, dont l'un des articles du programme était clairement l'abolition du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Donc, vraiment, cette idée que finalement on veut se débarrasser des minorités, ou du moins au nom de quoi on aménagerait l'espace politique pour faire une place, quelle qu'elle soit, à ces minorités. Si vous me permettrez, j'ajouterais aussi que le Canada a une autre complexité. Donc, merci Christophe d'avoir vraiment bien expliqué ces inégalités internes. Au Canada, il y a aussi les peuples autochtones qui compliquent la donne beaucoup. Et là, on n'en a pas parlé, c'est un sujet très très complexe. Mais il y a toute une autre question. Donc, le Canada fait face à beaucoup de diversité, division, tensions, enjeux et intérêts internes. Et là, bon, il y avait, Christophe a parlé de la commission du bilinguisme, mais depuis maintenant, depuis toujours, mais plus récemment, vraiment la réconciliation avec les peuples autochtones et leur reconnaissance. Et parmi les peuples autochtones, la vision de l'immigration est aussi très, très complexe. Et ça, c'est toute une autre couche
que les pays, les sociétés qui découlent de la colonisation font face. Par exemple, l'Europe ne fait pas face à ça parce que c'est les Européens se considèrent les peuples autochtones dans ce sens. Donc, nous avons une toute dernière question d'Eishan Mamadzada que je vais vous lire. Donc, elle vous remercie dans votre analyse des représentations médiatiques et artistiques de la migration. Comment percevez-vous l'impact de ces cadrages sur les politiques publiques d'intégration des migrants qualifiés, notamment en termes de reconnaissance de leurs compétences et de leurs contributions économiques? Donc, au Canada, on parle beaucoup de cette reconnaissance des acquis, des diplômes. Pensez-vous que les discours stéréotypés véhiculés par les médias influencent la rétention et l'intégration de ces immigrants dans les sociétés d'accueil? Donc là, je pense c'est peut-être une question qui vise plus l'Amérique du Nord, mais l'Europe aussi. Axel, je ne sais pas si vous voulez répondre ou si quelqu'un d'autre, mais il me semble que les cadrages, c'était votre intervention, Axel. Oui, je vais répondre rapidement sur l'influence des cadrages sur l'intégration des personnes, des migrants, etc. Il y a eu une discussion qui était très intéressante, qui a été faite, organisée par Le Monde dans son festival sur le journalisme, sur les effets sur les migrants qui étaient invités à réagir au cadrage médiatique. Et on voyait que c'était une très grande difficulté puisqu'ils ne se reconnaissaient plus dans les cadrages médiatiques, dans les récits médiatiques, et on leur disait, en fait, tu es le danger, alors qu'ils essayaient sans cesse de s'intégrer. Donc on a une réelle difficulté d'intégration face à la réception de ces cadrages. Nous dépensons largement les temps. Nous avons quand même une toute dernière réflexion, commentaire, question sur la figure du déplacé climatique. Peut-elle enrichir la réflexion sur la migration, la voyant comme une solution de l'adaptation? Alors bon, pour ceux qui travaillent sur les migrations et l'environnement, ça, c'est un très gros débat. Comme c'est pas moi la panéliste, je vais vous laisser répondre. Je veux pas prendre le dessus, mais si vous avez une opinion, sinon je peux donner la mienne, évidemment. Enfin, opinion scientifique, bien élaborée et argumentée, évidemment. Si quelqu'un veut s'y lancer. On vous écoute, je crois. On le dit, ben oui, on peut parler. Je veux dire, les mobilités, ça c'est le tournant vers les mobilités, parle du fait que ça fait partie intégrante de l'histoire humaine, disons, si on parle de la préhistoire, euh, les humains ont toujours bougé pour trouver mieux par curiosité, pour l'aventure, pour s'adapter. Donc oui et non, d'une certaine manière, parce que nous vivons dans un monde beaucoup plus réglementé. Et on pourrait dire qu'en fait, ces crises migratoires sont causées par euh, nos politiques internationales, notre système des nations, États qui régulent leurs frontières et tout et tout. Donc, oui et non. Mais définitivement, personnellement, ce qu'on voit, c'est le système ne fonctionne plus. C'est très difficile de le changer. Et c'est vraiment ce qui se passe dans les pays d'origine qui est la cause. Et il faudrait trouver les solutions dans les pays d'origine. Ces gens cherchent une qualité de vie, des opportunités pour vivre noblement, travailler, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays. Donc, je pense que vous avez évoqué dans vos présentations, dans le numéro, c'est vraiment la politisation de cette question migratoire. Donc, la question du changement climatique est politisée de la même façon. Donc là, c'est le wicked problem. On a un double problème avec la migration qui est un wicked problem et les changements climatiques. Donc, on va pas le résoudre en 30 secondes. Je vais terminer ici et je pense que Nicolas et Jonathan vont donner le mot de la fin. Donc, je vous laisse clore. Ben, écoutez, merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier nos panélistes qui nous ont présenté leurs travaux absolument intéressants, une perspective des communications et qui nous ont mis
en appétit pour aller en lire davantage sur cet excellent numéro de la revue Hermès. Alors, merci. Merci pour vos présentations. J'aimerais également remercier le public qui s'est joint à nous, qui a contribué à ces échanges. Et j'ai noté parmi les participants des collaborateurs fréquents du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, des gens des ambassades du Maroc, de la Guinée et de Madagascar. Merci tout spécial à Nicolas Père, collègue et ami, d'avoir pensé au Collège des chaires de recherche sur le monde francophone comme étant un espace avec lequel une telle discussion pouvait être accueillie et puis faire l'objet d'un bel échange. Merci beaucoup, Nicolas.